8h14, votre invité Sonia Mabrouk jusqu'à 9h est le candidat d'Europe Écologie Les Verts pour l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Yannick Jadot. Bonjour. 15e jour de guerre, le président ukrainien Zelensky a parlé d'un crime de guerre après les bombardements hier d'une maternité dans un hôpital. Des voix s'élèvent désormais pour demander le jugement de Poutine devant des tribunaux internationaux. Est-ce que vous le réclamez aussi ou est-ce que vous dites ce matin il faut être réaliste et se concentrer sur les négociations avec ce même Poutine ? Ça fait près de 20 ans que Vladimir Poutine fait des crimes de guerre. Il a fait des crimes de guerre en Tchétchénie, il a fait des crimes de guerre en Syrie, en bombardant des populations civiles. Il fait aujourd'hui des crimes de guerre en Ukraine. Donc évidemment, tout ce qui peut aller vers la Cour pénale internationale relève aujourd'hui d'une justice normale. Vis-à-vis d'un dictateur, d'un tyran qui, encore une fois, a organisé l'invasion d'un pays où les habitantes et les habitants veulent simplement vivre libres, tranquillement, en démocratie. Bien, mais est-ce la meilleure manière aujourd'hui d'obtenir un cessez-le-feu avec cette même personne ? La meilleure manière d'obtenir un cessez-le-feu aujourd'hui, c'est d'organiser le rapport de force avec Vladimir Poutine pour qu'effectivement, il arrête son agression, qu'il arrête ses crimes de guerre et qu'il retire ses chars. Et pour ça, ce que je propose, évidemment, depuis plusieurs jours, c'est l'embargo total sur les importations de gaz et de pétrole. Pourquoi ? Parce que tous les jours, avec ces exportations de gaz et de pétrole, Vladimir Poutine finance à hauteur de 700 millions de dollars la guerre qu'il mène en Ukraine. Et donc, il faut couper ce carburant de la guerre parce que il faut rappeler aux Françaises et aux Français que pour les Américains, pardonnez-moi, c'est quasiment indolore et que pour les Européens, ce sera extrêmement lourd et pénalisant. Mais vous dites ce matin, quelles que soient les conséquences, les Européens doivent faire des sacrifices. Quelles que soient les conséquences, il faut arrêter cette guerre parce que c'est la paix, la sécurité et la démocratie en Europe qui est attaquée. Il faut complètement intégrer le fait que Poutine veut, déjà, on le sait depuis des années, mettre à bas l'Union européenne, mais c'est aujourd'hui la démocratie, les libertés qu'il attaque. Ce que je demande au Conseil européen qui se réunit à partir d'aujourd'hui, c'est effectivement l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. Vous le savez, nous avons suffisamment de gaz jusqu'à l'hiver prochain. C'est ce que nous disent, c'est ce que nous dit la Commission européenne, c'est ce que nous disent les États européens. Et donc, d'ici là, il faut nous organiser, évidemment, si ça devait arriver. Si ça devait arriver, parce qu'on peut imaginer aussi que le rapport de force arrête la guerre. On pourrait reprendre les importations, mais si ça devait arriver, il nous faudra effectivement un peu de sobriété, déployer massivement les énergies renouvelables. Jadot, vous au pouvoir, comment vous obtenez une réponse collective européenne entre l'Allemagne, dépendante à 50% du gaz russe, et la France, beaucoup moins, 20%, ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques. Comment parler d'une voix unie ? Parce que l'enjeu pour l'Europe est existentiel. Oui, mais ça, ce sont les grands principes. Non, mais de manière réaliste, comment vous obtenez une réponse unie ? Ce ne sont pas des principes quand vous avez une dictature qui envahit un pays européen démocratique. On sait que Vladimir Poutine ne veut pas s'arrêter à l'Ukraine. Donc c'est l'ensemble de l'ordre mondial qui est impacté. On le voit, la Chine en Asie, la Russie en Europe, pardonnez-moi, pour les Américains, c'est quasiment indolore. J'y arrive. Il nous faut nous organiser, évidemment, pour compenser les hausses de prix pour les Françaises et les Français, protéger nos secteurs économiques stratégiques, mais profiter aussi de cette opportunité pour sortir des dépendances vis-à-vis des énergies fossiles. Ces dépendances vis-à-vis des énergies fossiles et du gaz, vous le savez, ont créé beaucoup de complaisance politique. On va en parler. Beaucoup de complaisance politique, et ça tue la démocratie aujourd'hui en Ukraine, ça tue le climat. Bien, mais est-ce que vous demandez ce matin, Yannick Jadot, aux Français, qui pour certains n'arrivent pas à se chauffer, de baisser le chauffage d'1 ou 2 degrés dans leur foyer ? Est-ce que vous rentrez dans les détails en leur disant, je ne sais pas, mais vraiment dans les détails de la vie quotidienne ? Ne tournez pas la machine à laver le soir, de combien de degrés il faut baisser le chauffage ? Il y aura des mesures de sobriété, mais ça fait des années que je me bats pour que les 12 millions de Françaises et de Français qui n'arrivent pas à se chauffer l'hiver puissent être aidés pour justement sortir de la précarité énergétique. Ça fait des années, et c'est dans le plan que nous proposons, financé par la Banque Centrale Européenne,
que nous proposons d'isoler les logements pour avoir moins froid l'hiver, moins chaud l'été. Ça, c'est les mesures structurelles. Mais immédiatement, c'est le chèque énergie que je propose de 400 € pour les 6 millions de familles qui sont les plus en difficulté, 100 € pour les 15 millions de familles des classes moyennes. C'est la prise en charge par les entreprises de 1 000 € de carburant quand on s'organise en covoiturage. Donc on peut s'adapter. Mais effectivement, à un moment donné, si pour sauver la démocratie en Europe, il faut faire tourner sa machine à laver la nuit plutôt qu'à 18h, je trouve que c'est peut-être le prix que nous devons être prêts à assumer pour sauver la démocratie en Ukraine et les femmes et les hommes aujourd'hui qui se battent dans la rue et qui sont bombardés par Poutine. Yannick Jadot, le monde a complètement changé. Et vous ? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre logiciel ? Je vous donne un exemple. Les écologistes belges, qui étaient favorables à un plan de sortie du nucléaire dans leur pays, viennent d'annoncer, je cite, « Le monde a changé, nous réétudions complètement la question et nous ne demandons plus l'application de la sortie du nucléaire. » Est-ce que vous leur dites bravo à vos camarades écolos belges ? Mais dans le plan de transition énergétique que j'ai proposé, qui vise justement à investir massivement sur les économies d'énergie, la rénovation thermique des logements, c'est 700 € de pouvoir d'achat par an pour les familles françaises. Le déploiement des énergies renouvelables, moi je veux que en urgence, on mette des panneaux photovoltaïques sur les parkings, Bien, je parlais sur les supermarchés, sur les écoles, qu'on déploie les énergies renouvelables. Et j'ai toujours dit, au fur et à mesure, on fermera les réacteurs nucléaires. Si ça doit prendre 20 ans, ça doit prendre 25 ans, on le fera. Vous êtes pris à défaut sur cette question majeure. Pas du tout. Vous ne changez rien à votre logiciel. Mais non, parce que là, le sujet, en Belgique comme ailleurs, c'est peut-être de reculer d'1 an ou 2 ans la fermeture des réacteurs nucléaires qui était promis à fermeture. Oui. Ça n'est absolument pas ce que propose Emmanuel Macron, qui est de construire de nouveaux EPR pour être en activité en 2045. En quoi avoir des EPR qui coûtent très très cher à l'argent public en 2045 règle le problème de nos factures d'énergie aujourd'hui, de notre dépendance au gaz russe ou de nos problèmes du climat? Que dites-vous sur la situation de l'Allemagne? Un revirement total, des années de perdu à vouloir se débarrasser du nucléaire. La leçon n'est-elle pas claire aujourd'hui? Mais non, la seule leçon, c'est que des années d'inaction climatique en Europe, qui nous ont laissés dépendants vis-à-vis du gaz et du pétrole, des années d'inaction climatique qui n'ont pas investi sur l'efficacité, nous mettent en situation de danger pour le climat, pour la démocratie, pour le pouvoir d'achat. Donc ce matin, vous ne dites pas que le nucléaire est un instrument de notre souveraineté? Mais, madame, vous savez, on apporte 8 à 9 000 tonnes d'uranium par an dans notre pays. D'où? Avant, c'était du Kazakhstan. Il y a aussi le Niger. Du Kazakhstan. Attendez, j'ai pas fini. Oui. Et depuis un certain temps, on a diversifié nos fournisseurs avec le Canada. Nous ne sommes plus soumis aux aléas géopolitiques. En gros, je termine. 44% de nos ressources en uranium se situent dans les pays de l'OCDE, ce qui nous met à l'abri. Donc, d'accord. Donc, on a de l'uranium. Monsieur Jadot, on a de l'uranium du Kazakhstan sous tutelle russe. Non. On a de l'uranium de l'Ouzbékistan sous tutelle russe. Le Canada, monsieur Jadot. Mais c'est vrai. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres fournisseurs. Mais c'est comme le gaz. Il y a d'autres fournisseurs. Donc, on a diversifié nos fournisseurs. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, notre indépendance, la seule indépendance énergétique, la seule souveraineté énergétique, c'est les énergies renouvelables. Parce que le vent, le soleil, l'eau, la chaleur du sol, la mer, ça n'appartient à personne. C'est comme ça qu'on construit une souveraineté. En plus, c'est bon pour nos entreprises. À l'échelle locale, ça crée de l'emploi. Donc, investissons massivement, donnons-nous les moyens d'une mobilisation de la société autour de cette transition énergétique pour ne plus dépendre de Poutine, des pétromonarchies du Golfe, ou de l'uranium du Kazakhstan ou d'ailleurs, pour ne plus avoir le risque de centrales nucléaires qui sont potentiellement bombardées en Ukraine, Tchernobyl. Beaucoup disent merci au général de Gaulle qui nous a assuré notre souveraineté. Oui, monsieur Jadot. Très bien qu'ils disent merci au général de Gaulle. Moi, vous savez, je suis très fier que dans les années 70, quand la France a fait le choix du nucléaire, on a été capable de construire en 20 ans, 25 ans, 58 réacteurs. On a formé les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs ouvriers du monde. Et on a été capable de le faire. Ce qui veut dire que quand on a la volonté d'une grande politique industrielle, dans notre pays, on y arrive. Aujourd'hui, l'enjeu,
parce que c'est rationnel économiquement, rationnel socialement, et que c'est un enjeu majeur aujourd'hui de sécurité climatique et de souveraineté énergétique. L'enjeu, ce sont les énergies renouvelables, ce sont les seules énergies de paix et de sécurité, ayant la même volonté politique que le général de Gaulle, mais en 2022, pas dans les années 60. Yannick Jadot, vous avez demandé il y a quelques jours une transparence sur la livraison des armes à l'Ukraine. Hier, le député La France Insoumise, Alexis Corbière, membre de la commission de défense de l'Assemblée, a livré à la radio quelques détails sur ces armes. Ces propos font polémique. Est-ce que vous estimez que c'est irresponsable ? J'avais demandé à ce qu'il y ait une forme de transparence parce que plusieurs pays indiquaient le type d'armes qu'ils pouvaient exporter, parce qu'il est important dans le débat d'expliquer ce que sont des armes défensives. Parce qu'il y a un débat dans notre pays où on a l'impression qu'en fait, fournir des armes défensives à une résistance héroïque ukrainienne dans les maisons, dans les rues... C'était pas ma question. Est-ce que c'est irresponsable qu'un député français indique le type d'arme ? J'y arrive, madame. Et donc, il me paraissait important de montrer que, au fond, les armes qu'on fournit à la résistance ukrainienne, c'est comme les Américains et les Anglais nous fournissaient pendant la résistance en France, ou qu'on aurait dû fournir aux Républicains pendant la guerre d'Espagne. Non, mais c'est important que les Français comprennent. Vous voulez pas fournir la date et l'horaire aussi de la livraison, comme ça les Russes savent exactement ? À partir du moment où il y a une information des députés dans le cadre de commissions spécifiques, ça me paraît relever de cette transparence nécessaire. La question, c'est pas d'envoyer notre mail de fourniture. Mais qu'est-ce qui vous inquiète ? Je ne comprends pas les fondements de votre demande. Qu'est-ce qui vous inquiète ? C'est normal qu'on fournisse... Enfin, c'est normal. Il y a un véritable changement. Début, madame. Je l'ai demandé dès le début. J'étais un des premiers à demander... Mais qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce qui m'inquiète avec quoi ? Pourquoi vous voulez cette transparence sur la demande ? Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait expliquer ce qu'étaient des armes défensives. Parce que quand on a l'impression, et vous avez plusieurs candidats qui ont l'impression qu'en fait, on a envie de pousser l'escalade à la guerre en Ukraine. Je veux simplement qu'on rappelle qu'il y a des chars russes, il y a des avions russes, il y a des missiles russes qui sont en train de tuer des populations civiles, et je voulais qu'on dise le type d'armes qu'on donne à une résistance pour bien montrer que la France ne s'engageait pas dans une guerre et dans une escalade guerrière, mais appuyer une résistance héroïque. Florence Parly avait indiqué ce type d'armes publiquement. Donc tout va bien. Juste sur le député qui le dit publiquement à la radio ? Écoutez, ça, je laisse Alexis Corbière gérer ses clauses de confidentialité. Justement, plus largement sur tout cela, votre parti plaide, Yannick Jadot, historiquement pour le désarmement nucléaire mondial. Ouais. D'ailleurs, les eurodéputés écologistes, dont la française Michèle Rivasi, elle est en garde à vue ce matin pour avoir pénétré sur une base aérienne belge. Vous êtes au courant ? Allez-y, je vous en prie. Belge, et Europe Écologie Les Verts la soutient par communiqué ce matin. Vous aussi ? Mais vous savez, les écologistes ont toujours défendu effectivement des initiatives multilatérales de désarmement nucléaire. On a aujourd'hui, et vous le voyez bien, y compris avec les propos tenus par Vladimir Poutine, qui a commencé à menacer de sortir de la dissuasion nucléaire, qui a menacé de frappe nucléaire. Donc on voit bien que la question de l'armement nucléaire aujourd'hui est un énorme problème au niveau mondial. Il y a de la prolifération, il y a de plus en plus d'États qui veulent se doter de l'arme nucléaire. C'est un danger pour la survie de l'humanité. Ce que je dis et ce qui est dans mon projet, c'est que la France prendra des initiatives pour qu'il y ait un désarmement multilatéral. Ce désarmement avait été relancé par Obama. Ce désarmement a Décidément, été de nouveau... vous n'êtes pas gaulliste sur ce plan-là. De Gaulle, c'était la dissuasion nucléaire. Mais excusez-moi, le général de Gaulle a signé le traité de non-prolifération. Qu'est-ce que dit le traité de non-prolifération ? C'est lui qui nous a amené la dissuasion nucléaire. Non, mais attends, excusez-moi, c'est le droit international. Le général de Gaulle a signé le traité de non-prolifération. Qu'est-ce que dit le traité de non-prolifération ? Il dit que si on veut éviter la prolifération nucléaire et que de nouveaux États se dotent de l'arme nucléaire, ceux qui l'ont doivent organiser le désarmement. C'est la règle internationale, c'est le droit international. C'est une arme de dissuasion, monsieur Jadot. C'est ainsi qu'on peut parler avec de grandes puissances aujourd'hui. Mais entendez bien, je vais tenter de le réexpliquer. La France est dotée de l'arme nucléaire, comme un certain nombre d'États. Je n'ai pas dit que la France devait désarmer
unilatéralement. J'ai dit que nous devons reprendre les efforts et les initiatives internationales de désarmement nucléaire. Vous n'avez pas l'impression que c'est à contre-courant en ce moment? C'est-à-dire que vous avez demandé à la Russie ce désarmement? Mais Obama et Poutine ont signé des accords de désarmement nucléaire que Trump a remis en cause. Il y a quelques années, on dirait qu'il y a un siècle aujourd'hui, compte tenu de ce qui est en train de se passer. Mais quand on voit la situation de l'instabilité, la question de l'arme nucléaire reste un danger majeur. Imaginez que des groupes terroristes s'emparent d'armes nucléaires, vous trouveriez ça, vous dire « Oh bah finalement, nous on est tranquille ?» Non. Imaginez l'inverse, imaginez que la France ne l'est pas. Comment on aurait discuté avec M. Poutine? D'accord, là je viens de dire qu'il fallait en fait un désarmement multilatéral. Donc j'ai pas dit qu'on désarmait unilatéralement. Mais vous gardez espoir que ces grandes puissances comme la Russie se désarment de manière il y a à peu près 2 mois, les chefs d'État et de gouvernement des pays dotés de l'arme nucléaire ont réécrit une lettre officielle, publique, qui appelle au désarmement multilatéral en matière de nucléaire. Donc je m'inscris dans cette stratégie d'éviter la catastrophe nucléaire mondiale, parce que vous avez aujourd'hui des dirigeants qui n'ont pas, comme peut-être c'était pendant la guerre froide, qui n'ont pas l'intelligence, qui n'ont pas la responsabilité et qui pourraient utiliser cette arme pour détruire l'humanité. On va continuer à parler de cela, de votre projet et aussi du candidat président Emmanuel Macron. Courte pause et on se retrouve avec Dimitri Pavlenko et Mathieu Bock-Côté. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h, Yannick Jadot, 8h29. Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk, Europe 1. Le rendez-vous de la présidentielle. 8h34, Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle, est l'invité d'Europe Matin jusqu'à 9h. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Yannick Jadot, l'actualité toujours sommet du Conseil européen aujourd'hui à Versailles. La France va plaider pour un sursaut européen face à la guerre. Il est question de réindustrialisation, il est question aussi de réarmement, peut-être aussi d'endettement commun. D'une manière générale, pensez-vous, Yannick Jadot, puisque semble-t-il c'est ce que va défendre Emmanuel Macron, que chaque crise, comme on a pu le voir pendant le Covid, doit forcément être l'occasion d'un nouveau bond en avant, d'un nouveau saut fédéral? Incontestablement, on voit à quel point aujourd'hui l'Union européenne est devenue un acteur majeur dans cette guerre. Y compris, je pense que Vladimir Poutine avait misé sur la division des Européens, division que on a pu aussi, au fond, alimenter. Quand le président de la République, président de l'Union européenne, se déplace seul à Moscou pour parler en tutoyant Vladimir Poutine, dont on connaît les crimes de guerre, et qu'après c'est le chancelier allemand et d'autres, Vladimir Poutine a pu se dire, c'est comme d'habitude, c'est le défilé des dirigeants européens, ils me parlent pas ensemble, ils me parlent les uns après les autres, la réaction européenne sera molle. Heureusement, l'Union européenne est à la hauteur des sanctions, à la hauteur du soutien à la résistance ukrainienne, à la hauteur de l'exclusion de la Russie de la communauté internationale. Maintenant, il faut aller traquer les patrimoines des milliardaires russes dans tous les paradis fiscaux, évidemment en Europe, mais ailleurs. Il faut, je l'ai dit, ce grand plan d'investissement que nous appelons de nos voeux, qui est un plan de sécurité climatique et énergétique. Il faut s'en donner les moyens de notre souveraineté. Vous pensez vous aussi qu'il faut un nouvel emprunt commun comme c'est ce que je pense. L'Allemagne ne le veut pas. L'Allemagne ne le veut pas, ne veut pas de dette supplémentaire. Mais vous savez, l'Allemagne, ils ont un fonctionnement, ils disent non jusqu'à ce qu'ils disent oui. C'est-à-dire que c'est comme ça, ils disent non, ils s'y préparent et quand ils sont prêts, ils basculent de l'autre côté. Il y a aujourd'hui une guerre, les positions évoluent régulièrement. Moi, j'appelle aussi évidemment là le président Macron à faire un peu le ménage devant notre porte. C'est quand même le président Macron qui a organisé les contrats de Total en Russie. Quand il était ministre, puis président de la République, il a mis en scène la signature avec Vladimir Poutine d'un contrat pour Total. C'est la dernière grande major du pétrole présente en Russie. On peut pas, avec un grand vous groupe reprochez français... à Emmanuel Macron des choses qui se sont produites avant-guerre. Non, là, aujourd'hui, Total... Non. Il l'a fait. Il y avait d'autres majors du pétrole qui travaillaient et qui opéraient en Russie. Elles sont parties là, aujourd'hui. Mais en quoi, là, le président Emmanuel Macron peut avoir un impact sur Total, qui est un groupe... Donc en fait, je vous demande, on a un ministre de l'économie sous le quinquennat Hollande qui gère la présence de Total en Russie. On a un président de la République en 2018 qui signe à Saint-Pétersbourg un contrat avec Poutine. 2 contrats d'ailleurs, Total et Orpea. Comme quoi, les histoires d'Orpea, ça fait longtemps qu'on les connaît. Et pour développer les activités de Total en Russie, et maintenant,
on n'aurait plus aucun moyen. On ne vous a pas entendu à l'époque protester, si? Ah si, vous savez, nous, on s'est toujours battu contre la dépendance au gaz russe. Alors vous savez, nous, au niveau européen, on a porté des objectifs d'efficacité énergétique qui nous permettraient de réduire des 2/3 nos importations de gaz. Donc nous, on a toujours voulu anticiper les crises pour éviter que ça nous tape dur. Vous êtes pour la dépendance chinoise, parce que depuis tout à l'heure, Monsieur Jadot, vous nous dites les énergies renouvelables. Chine, madame. On n'importe pas de gaz de Chine. Vous parlez des énergies renouvelables. Je me bats, c'est moi qui me suis battu. C'est moi qui me suis battu au Parlement européen contre le dumping chinois. Et c'est le quinquennat Hollande, après le quinquennat Sarkozy, qui ont lâché face aux pressions chinoises. Je me bats pour qu'on développe des filières d'énergie renouvelable dans notre pays. Je me bats contre la fermeture de l'usine Ferropem à Château-Feuillé, qui fait du silicium dont on a besoin pour les panneaux photovoltaïques. Les énergies renouvelables, c'est en partie de l'importation chinoise. Mais parce que ces mêmes gouvernements qui ont installé notre dépendance vis-à-vis de la Russie et des énergies fossiles n'ont pas souhaité que nous ayons une vraie grande industrie européenne sur les énergies renouvelables. Moi, je veux un Buy European Act, c'est-à-dire que nos marchés publics puissent favoriser les entreprises européennes, les entreprises françaises. J'ai toujours voulu, et il y a plein d'entreprises qui ont le pied à l'étrier pour développer des cellules photovoltaïques. Il y a des entreprises dans notre pays qui montent des panneaux photovoltaïques. Évidemment, il faut privilégier ces entreprises-là. Mais vous avez dit tout à l'heure, quand on a la volonté d'une grande politique industrielle, en France, on y arrive. La preuve, c'est ce qui s'est passé pour le nucléaire. Mais je vous donne un exemple. Hier, l'UIMM, l'Union des industries des métiers de la métallurgie, recevait plusieurs candidats à l'élection présidentielle pour entendre ce que les candidats ont à dire sur l'industrie. Vous n'y étiez pas. J'étais à France Digital. Mais non, écoutez, arrêtez. Vous savez, là, il y a 10 auditions par jour des candidats. Il y avait un conflit d'agenda. Voilà, j'étais il y a quelques jours à l'audition organisée par le MEDEF. J'ai parler justement de mon grand plan de réindustrialisation, de comment on construit une compétitivité aujourd'hui autour de la responsabilité environnementale, de la responsabilité sociale. Vous avez des entreprises incroyables qui sont en train de décarboner la sidérurgie, qui sont en train d'innover sur des choses magnifiques. Aidons ces entreprises, ça nous permettra de relocaliser de l'emploi et de relocaliser de l'industrie. Alors, un événement majeur, c'est arrivé ces derniers jours dans la campagne présidentielle, la percée de Jean-Luc Mélenchon. On dit désormais qu'il est possible pour lui d'accéder au deuxième tour. Est-ce que l'occasion ne serait pas belle pour les différentes forces de gauche dont vous faites partie de négocier dès maintenant une entente qui vous permettrait vous aussi de participer à cet accès au second tour, dans la mesure où il est le mieux placé aujourd'hui pour battre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, et pour permettre à la gauche d'être le parti d'opposition à Emmanuel Macron? Écoutez, on vient de rentrer dans la campagne officielle, dans un contexte, vous le savez, qui est difficile. Ça fait des mois et des mois qu'on fait campagne. Et on se bat, moi je me bats pour que la lutte contre le dérèglement climatique, la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, la solidarité soit au cœur du prochain quinquennat. Vous me parlez de ce que certains appellent le vote utile. Mais le vote utile, pourquoi? Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas étranger à ces considérations. D'accord. Vous savez, moi je suis convaincu que, et je l'ai toujours dit, l'écologie est indissociable de la démocratie. Est indissociable de la démocratie. Il ne dit pas l'inverse. D'accord. Je pense que nos positions sur le conflit ukrainien, nos positions historiques sur Vladimir Poutine, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui disait que Vladimir Poutine allait régler le problème syrien quand il bombardait les populations civiles, qui considérait que l'Ukraine faisait partie finalement de la Russie. C'est ce qu'il disait. Il ne dit plus la même chose et vous dites capitulation. Monsieur Jadot, vous dites capitulation de lui. C'est quand même, ça veut dire que ça vous gêne pas que quelqu'un qui a une telle expérience politique, qui encore il y a quelques jours, quelques semaines nous disait « Je connais bien la Russie et la Chine, ce sont des puissances pacifiques. Le problème, ce sont les Américains. » En Europe, dans l'affaire au conflit. Quand même sur le sujet. Il est non, pas nous. Ouais. Désolé, mais pas nous. Ah, vous saviez que la Russie allait attaquer l'Ukraine? Non, mais on a toujours dénoncé la brutalité, l'agressivité et le fait qu'il fallait défendre la démocratie en Europe. Mais si Jean-Luc Mélenchon se qualifiait pour le second tour. Après, il y a la question de l'Union. Se qualifier pour le second tour. J'essaye de répondre. Il y a la question de l'Union européenne. Moi, je considère qu'aujourd'hui, si on veut peser dans le monde,
face aux grandes puissances, la Russie, la Chine, aux États-Unis, face aux GAFAM, avec des grands projets, comme on en a parlé sur la sécurité climatique et énergétique. Je suis convaincu que nous avons besoin de l'Union européenne renforcée. C'est pas le point de vue de Jean-Luc Mélenchon. La Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine ont-elles leur place en Europe? Là, on parle encore d'un autre sujet. Ah oui, mais... Ouais, non, mais moi, je veux bien. Vous dites que la taille critique, c'est l'Europe, et dans ce cas-là... Là, pour l'instant... Et c'est bien, y compris dans ce moment de guerre, que le message envoyé par l'Union européenne, ça soit d'acter le statut de candidat à l'Union européenne. Ça veut dire que ça va prendre des années et des années. Donc comme la Turquie, on l'a fait l'embiné 20 ans, si ça doit jamais se faire. Oui. Ce qui est évident, c'est que s'il devait y avoir encore un début d'élargissement de l'Union européenne, il faut changer fondamentalement les règles de décision de l'Union européenne. Les règles à l'unanimité sont des règles aujourd'hui qui bloquent l'ensemble des grandes décisions européennes. On va marquer une très courte pause. Merci. On va revenir sur la question de la position de Jean-Luc Mélenchon parce que se posent d'autres questions. On va parler également de la réforme des retraites, de cette proposition d'Emmanuel Macron de la porter à 65 ans. Qu'en pensez-vous, Yannick Jadot? Vous nous répondez dans quelques instants. Avant de vous faire réagir à la proposition d'Emmanuel Macron de reporter l'âge légal de départ à la retraite, question de Mathieu Bocoté, Yannick Jadot. Alors, la question du deuxième tour se pose néanmoins et elle se pose à tous les candidats, soit dit en passant, c'est-à-dire comment voteraient-ils si quelqu'un de leur famille politique plus ou moins éloignée se retrouve au deuxième tour contre Emmanuel Macron. Deuxième tour, Emmanuel Macron, malgré vos désaccords de fond que vous avez mentionnés avec Jean-Luc Mélenchon par rapport à la Russie, par rapport à sa conception de la démocratie, est-ce que vous êtes dans la coalition autour de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour contre Emmanuel Macron ou vous refusez de trancher? Moi, aujourd'hui, je suis dans le premier tour. Enfin, moi, je veux bien qu'on peut imaginer tous les scénarios. Mais ce n'est pas que spéculatif. Non. Moi, on peut imaginer tous les scénarios de deuxième tour. Et qu'est-ce qui se passe si c'est Lassalle contre Zemmour? Et qu'est-ce qui se passe? On peut tous les faire. Aujourd'hui, il y a une élection qui est devant nous. Il y a un premier tour qui est devant nous. Les Français sont en train de s'emparer de cette campagne présidentielle dans un contexte qui est très dur, d'inquiétude, d'angoisse, de fatigue, de lassitude. Et partout aussi, un incroyable enthousiasme sur la transformation de l'économie, sur le respect du vivant, sur la démocratie. L'enthousiasme ne se traduit pas dans les sondages ce que je pour veux vous, dire, c'est que notre responsabilité, c'est que pour cette campagne présidentielle, il y a un grand débat politique dans notre pays que méritent les Français pour aussi purger ces tensions dans la société, pour que toutes ces interrogations, ces inquiétudes puissent se projeter sur des projets de société portés par les candidates et les candidats, et pour que les Françaises et les Français puissent trancher. Ça s'appelle le premier tour de l'élection présidentielle. Le second tour, comme son nom l'indique, vient après le premier tour. Mais sans débat, ce premier tour avec Emmanuel Macron, sans débat en tous les cas avec tous les candidats, c'est désormais confirmé. Vous pouvez le regretter. Lui affirme que ses prédécesseurs présidents candidats ont fait la même chose. Cet argument ne vaut pas pour vous? Il fait exactement comme les autres. Le président qui devait réformer la démocratie, le président qui devait redonner vie aux institutions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gouverné pendant 5 ans dans un conseil de défense. Il a méprisé les maires, il a méprisé les syndicats, il a méprisé l'Assemblée nationale, il a même méprisé son conseil des ministres. Ça s'appelle la démocratie confisquée. Et en fait, ce candidat de 2017... qui disait tout changer, être en rupture par rapport à ses prédécesseurs et d'un formidable conformisme. Et au fond, qu'est-ce que ça prouve? Qu'il est fébrile sur son bilan. On le sait, l'inaction climatique, on le sait, les régressions sociales, on le sait, l'affaissement de la démocratie. Et il nous dit... Fébrile avec 30% des intentions de vote, monsieur Jadot, justement, qui viennent devant les Français, qui viennent devant les Français en parler. Il dit, moi je veux parler aux Français, et on apprend que toutes les questions avaient été organisées avant. C'est sa façon de faire de la démocratie. Alors, ça n'empêchera pas le débat de se tenir dans notre pays, ça n'empêchera pas les Français de regarder qui va s'occuper de leur pouvoir d'achat, qui va s'occuper de leur emploi, qui va s'occuper de l'hôpital et qui va s'occuper du climat et de la biodiversité. Alors vous le dites fébrile, malgré tout il semble prêt à consommer peut-être un petit peu de son capital politique avec une réforme des retraites. C'est sa proposition formulée hier, apportée par les Échos, report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, 65 ans étant une espèce d'âge pivot, permettant de partir avant avec une décote ou un peu plus tard avec un bonus, dans la logique qu'on avait connue précédemment. Yannick Jadot, sur ce sujet de la retraite, vous
vous avez semblé plutôt prôner l'idée d'un statu quo autour de 62 ans. Comment réagissez-vous à cette proposition? Est-ce que vous la dénoncez, vous la combattez, vous la soutenez? Je la trouve extrêmement injuste. D'ailleurs, c'était Emmanuel Macron qui en parlait le mieux du report de l'âge de la retraite en disant combien c'était injuste pour les carrières longues, pour celles et ceux qui ont travaillé le plus durement. Vous savez, on est dans un pays où une personne qui est active ses droits à la retraite sur 2 ne travaille déjà plus. Chômage, minima sociaux, maladie. On est un pays où le travail des seniors est très très maltraité. Très très maltraité. On est un des pays où il y a le plus faible taux d'activité des seniors. La faute à qui? Aux entreprises qui se débarrassent des gros salaires en fin de carrière? Vous avez raison, qui n'investissent surtout pas dans la formation, dans l'évolution des métiers. Mais moi, j'engagerais une réforme des retraites pour remettre la pénibilité au cœur du régime des retraites. Entre un cadre et un ouvrier qui partent à la retraite, vous avez 10 ans de différence d'espérance de vie en bonne santé. Bien, mais vous qui êtes 10 européen, ans d'espérance de vie en bonne santé. Jadot, vous vous rendez compte l'inégalité profonde entre les ouvriers et les cadres? En Allemagne, en Espagne, en Italie, dites-nous à quel âge on part. Les critères de pénibilité qu'a supprimé Emmanuel Macron, rendant le travail beaucoup plus dur, banalisant la souffrance au travail, nous remettrons ces critères de pénibilité. Par rapport aux autres pays européens, vous jugez que c'est tout aussi injuste en Allemagne, en Italie, en Espagne, 65 ans. Ça fonctionne pas pareil. Vous avez des fins de carrière qui se construisent pas du tout de la même façon. Depuis les réformes des retraites, notamment en 2010, vous savez, dans les 10 dernières années, vous avez une espérance de vie, une durée de retraite qui s'est réduite d'1 an. Une durée de retraite qui s'est réduite d'1 an. Et ça touche particulièrement les classes populaires. Et je trouve que cette mesure qui est une sorte de fuite en avant de la droite à laquelle appartient très clairement Emmanuel Macron, c'est une vraie mesure d'injustice sociale et de mépris pour les personnes qui travaillent durement dans ce pays. Mais on entend ce que vous dites sur les fins de carrière, sur la pénibilité. Mais pourquoi reporter l'âge de la retraite? Voilà, justement, il y a la question de la pérennité financière du système déficitaire à hauteur de 10 milliards. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 30 ans, on reporte régulièrement l'âge de départ. Mais vous regardez les évaluations du COR, qui est le comité d'orientation sur la retraite, il dit que à moyen terme, notre régime est équilibré. Ce qui pose, pose le président Macron, à mon avis, implicitement, c'est le financement de la dépendance. Donc en fait, il veut faire payer à celles et ceux qui ont travaillé le plus durement la question de la dépendance. Moi, je veux faire autrement. Je veux que les grandes successions des grandes fortunes qui aujourd'hui échappent très largement à l'impôt, c'est ce que dit le Conseil d'analyse économique, payent légitimement, justement, les droits de succession. Ça me permettra d'avoir 8 à 9 milliards d'euros de recettes que je mettrai dans une grande politique de l'autonomie et pour sortir du scandale avec l'interdiction de toute nouvelle autorisation d'EHPAD privés à but lucratif et pour remettre un accompagnant pour un pensionnaire, ce qui est le taux des pays nordiques, ce qui nous permettra de sortir de la maltraitance et de la perte de dignité que le système impose à nos aînés. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de principe de base qui touche à l'État-providence, c'est-à-dire l'espérance de vie dans l'ensemble des sociétés occidentales, c'est considérablement prolongé, pour le mieux, c'est un bonheur. Est-ce que presque nécessairement, inévitablement, les hommes, les femmes ne sont pas appelés à travailler davantage, plus longtemps, tout simplement dans la logique de l'État-providence? Je conteste aujourd'hui le fait que l'espérance de vie continue de s'accroître. Mais sur c'est pas ce que dit. Sur les 50 dernières années, il y a un prolongement incroyable de l'État. Oui, mais le travail a évolué sur les 50 dernières années, et je répète, quand on regarde les réformes qui ont été engagées ces dernières années, en fait, le report de l'âge de départ à la retraite a été plus rapide que les gains d'espérance de vie. Donc en fait, on a sur les 10-15 dernières années, on a perdu 1 an d'espérance de vie à la retraite, mais la possibilité... en tant que la période de retraite. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, même les études qui sont faites aujourd'hui par les institutions, les instances publiques disent, si on reporte l'âge de la retraite, en fait, les personnes vont pas partir plus tard, elles vont être juste plus en maladie,
plus en chômage. Et donc, en fait, c'est l'histoire des vases communicants entre le grand régime de la Sécu. Aujourd'hui, il faut prendre soin des Françaises et des Français, et particulièrement de celles et de ceux qui ont un travail pénible. Mais vous contestez Ce sera ma priorité. Vous contestez l'idée, Yannick Jadot, qu'il faut travailler plus. Ça fait 3 ans qu'Emmanuel Macron le répète, et ça corrobore d'ailleurs, ça va dans le sens aussi de cette inquiétude des Français à l'égard du pouvoir d'achat. Travailler plus ne va pas forcément les rendre plus riches. Vous contestez cette idée-là ? Ah mais c'est pas le sens de l'histoire. Et aujourd'hui, on continue à avoir 6 millions de chômeurs dans notre pays. 6 millions de chômeurs. Si vous voulez faire travailler plus les seniors, ça veut dire qu'en fait, vous allez les épuiser. Ça peut être plus dans la semaine aussi. Hein. Vous allez les... Oui, bah voilà. Avec une amélioration sur le fond de l'emploi. Ça s'appelle Nicolas Sarkozy. Moi, je veux bien. On a bien compris qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, s'alignait sur Nicolas Sarkozy, sur bien des sujets. Vos propositions sur ces sujets-là. Mais moi, je vous l'ai dit. Semaine de 32 heures. Moi, je l'ai dit. Moi, je veux... Le sens de l'histoire, effectivement, c'est de travailler moins. Aujourd'hui, vous avez des entreprises... On parlait de Total, dont je veux, y compris, utiliser les bénéfices pour aider les Français dans cette période. Total veut passer à la semaine de 4 jours, 32 heures. Vous avez plein d'entreprises qui le font. Vous avez des entreprises pour lesquelles c'est adapté. Et il n'y a pas de perte de productivité. Les gens vivent mieux au travail, organisent leur vie privée différemment, organisent un équilibre qui leur convient mieux. 32 heures payées 35 ça peut être 6 mois, ça peut être 6 mois au bout de 5 ans. Ça peut être 1 année au bout de 10 ans. L'enjeu, c'est d'avoir, au fond, une sorte de banque du temps qui nous permet de mieux organiser comme nous avons envie de l'organiser et évidemment en s'adaptant aux différentes entreprises, aux différents secteurs, notre relation au travail. Yannick Jadot, vous faites campagne pour quel objectif ? Gagner. Il paraît que vous verriez bien déjà débuter à l'Assemblée nationale. Exit Bruxelles, vous lorgnez désormais sur la 16e circonscription de Paris. Non, vous savez, je suis en campagne présidentielle. Vous n'y pensez pas. Je n'ai qu'un objectif, c'est la campagne. Dit la même chose. Je n'ai qu'un objectif, c'est la campagne présidentielle. Vous savez, ça prend beaucoup de temps dans la journée. Ce sont des journées bien remplies. Ce sont des semaines bien remplies. Et c'est une responsabilité, vous savez, dans ce moment d'angoisse. J'entendais encore des jeunes qui me disaient, on a tellement la trouille. Ils ont vécu la pandémie, c'était catastrophique, vous savez, sur leur santé psychologique, sur leur vie sociale. Et d'un seul coup, ils commençaient à retrouver une vie sociale. Ils allaient de nouveau dans les bars, ils allaient de nouveau dans les boîtes de nuit. Ils faisaient de nouveau l'amour comme doivent le faire les jeunes, plus que pouvait le permettre la pandémie. Oui. Et d'un seul coup, ils se retrouvent avec une guerre en Europe. Je veux dire, on a à sortir de ces crises. Et le programme écologiste, c'est faire face à ces crises, les anticiper, y répondre avec les Françaises et les Français, protéger leur pouvoir d'achat, mais protéger l'avenir et écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays avec confiance. Merci Yannick Jadot. Merci à vous et bonne journée.